Faute d'accord sur le budget 2026, l'Assemblée nationale se réunit en séance exceptionnelle pour examiner une loi spéciale, un texte d'urgence destiné à éviter la paralysie de l'État. Entre responsabilité institutionnelle, critique du bilan économique et affrontement politique, cette séance révèle les lignes de fracture profondes qui traversent l'hémicycle à la veille d'une année budgétaire sous haute tension. Pour suivre ces débats essentiels et soutenir le travail d'information de la chaîne, abonnez-vous à Hémicycle. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur général, et j'imagine que Monsieur le Président de la Commission des Finances n'est pas loin non plus, Mesdames et Messieurs les députés, le 14 octobre dernier, avec la Ministre des Comptes et de l'Action publique, nous avions l'honneur de présenter au Conseil des ministres un projet de loi de finances pour l'année 2026. Un peu plus de 2 mois plus tard, nous nous retrouvons ici aujourd'hui pour vous présenter ce projet de loi spécial. Depuis le 15 novembre dernier, la méthode inédite annoncée par le Premier ministre a permis au débat sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 de se tenir et d'aboutir à son vote et à son adoption. Cette réussite crée un précédent, démontre que nous sommes capables de travailler ensemble et de faire converger nos positions. Cette réussite, elle trace une voie pour les futurs débats budgétaires. En revanche, vous le savez, les débats, les discussions à l'Assemblée nationale n'ont pas permis d'aller au bout de l'examen du projet de loi de finances pour 2026. L'Assemblée nationale n'a pas pu examiner la partie dépenses du texte et définir le budget qu'elle souhaitait. Je dirais même que sur la partie 1, vous avez plutôt annoncé le budget que vous ne souhaitiez pas, puisqu'elle a été rejetée à la quasi-unanimité. L'échec de la commission mixte paritaire de vendredi dernier relève sans doute de divergences politiques, mais j'en suis convaincu, elle relève aussi et sans doute surtout de ce travail inachevé. Nous apprenons en marchant, notre culture politique évolue, prenons ces quelques semaines supplémentaires pour réussir à faire comme de nombreuses autres démocraties, trouver un compromis budgétaire. Mais attention, je vois poindre ici ou là une certaine accoutumance à la loi spéciale. Dire que le monde va s'écrouler avec la loi spéciale serait évidemment mentir, mais dire que nous pouvons nous en contenter plus que quelques jours ou quelques semaines serait un déni de réalité. La loi spéciale nous offre simplement le temps nécessaire pour prolonger les débats et nous permettre d'aller au bout de l'examen du texte. C'est la roue de secours qui nous permet de faire quelques kilomètres avant de pouvoir arriver à bon port, changer les roues et repartir de plus belle. Vous l'avez vu, dans notre situation, le projet de loi spécial, c'est un passage obligé qui poursuit 3 objectifs seulement. C'est un projet de loi qui tient en une dizaine de pages, 3 articles. Le premier permet de lever l'impôt, le deuxième de garantir les ressources nécessaires au bon fonctionnement de nos collectivités locales, le troisième de permettre à l'État de continuer à émettre de la dette afin d'assurer la continuité des services publics et de l'action de l'État. Je précise que cette loi spéciale n'équivaut pas à la reconduction du budget de l'année dernière. La mise en œuvre de la loi spéciale ainsi que des décrets de service votés revient à ouvrir le minimum de crédit que le gouvernement juge indispensable pour poursuivre l'exécution des services publics. Je rappelle par ailleurs que la loi spéciale ne peut pas modifier les barèmes d'impôt ou prolonger des dispositifs fiscaux de l'année précédente. Le Conseil d'État a été très clair sur ce point dans son avis rendu l'année dernière. Il l'a rappelé dans son avis sur le présent projet. Ce que ne fait pas non plus la loi spéciale, c'est d'autoriser des investissements nouveaux. Si on veut soutenir les filières automobiles qui font face à une transition historique dans le cadre de ce qu'on appelle le CORAC, si on veut soutenir les filières aéronautiques dans le cadre de ce qu'on appelle le CORAC, le financement des ordinateurs quantiques, la prime rénov', les investissements de nos armées que vous avez voté très largement l'année dernière, il nous faudra un budget, j'allais dire, un vrai. Si nous voulons prolonger la garantie de l'État à l'AFD pour la Nouvelle-Calédonie, la garantie émeute, la garantie de l'UNEDIC qui permettra à l'UNEDIC de s'endetter, là aussi, il nous faudra un budget. Comme l'année dernière, la loi spéciale ne peut donc être qu'une solution temporaire. C'est un texte de jonction, un pansement. Son maintien au-delà de janvier risquerait de fragiliser grandement l'économie française avec 3 incertitudes majeures que je souhaite partager avec vous.
La première, elle concerne les finances publiques et le niveau de déficit. Nous devons évidemment nous assurer, ça a été dit et rappelé par le Premier ministre tout à l'heure lors des questions au gouvernement, que le déficit l'année prochaine soit au maximum de 5% du déficit du produit intérieur brut. Et vous le savez, vous l'avez compris, la loi spéciale permet de limiter ce que j'appelle le bon gras, les investissements d'avenir, l'investissement dans les technologies, le soutien aux investissements des collectivités territoriales, mais n'empêche pas, évidemment, ce que je pourrais appeler le mauvais gras de continuer à progresser, la hausse tendancielle des dépenses publiques. Incertitude sur le déficit public avec un risque de dérapage réel. Incertitude sur la croissance, ensuite, parce que nos chefs d'entreprise, nos ménages, face à un budget encore incertain, risquent de reporter des dépenses d'investissement. La croissance de l'économie française a été exemplaire jusqu'à ces dernières semaines. Faisons en sorte, mesdames et messieurs les parlementaires, que ce soit encore le cas. Et dernière incertitude, celle sur le financement. Nous avons des taux d'intérêt aujourd'hui en forte hausse depuis déjà quelques années, partout dans le monde. Les écarts de taux d'intérêt entre la France et l'Allemagne se sont stabilisés, ils se sont même un peu réduits. Faisons en sorte, là aussi, que la prime de risque politique qui pèse aujourd'hui sur les marchés et qui renchérit d'autant notre endettement puisse disparaître à jamais. Pour toutes ces raisons, nous devons nous réveiller le 1er janvier avec la même obsession qu'en se couchant le 31 décembre, faire adopter un budget pour la France. Il nous revient, il vous revient à présent de finaliser rapidement vos travaux. Nous reprendrons le travail là où le Sénat s'est arrêté afin de converger au mois de janvier vers un budget qui puisse être adopté du fait des échéances financières, économiques et électorales qui sont devant nous. Nous devons poursuivre nos efforts pour maintenir le déficit sous les 5%, seuil qui nous permet de rester sur la trajectoire qui permettra à la France d'avoir un déficit public de moins de 3% en 2029, ce qui permettra, j'ai envie de dire, enfin, de stabiliser la dette publique. Cet objectif, mesdames, messieurs les députés, il est ambitieux, il est atteignable, j'en suis convaincu, c'est notre devoir de l'atteindre. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à présent Madame Amélie de Montchalin, ministre de l'Action et des Comptes publics. Finances, Monsieur le rapporteur général, Monsieur le Ministre, Messieurs les ministres d'ailleurs, cher Laurent, cher Roland. Mesdames et messieurs les députés, nous voilà donc ici car la commission mixte paritaire qui s'était réunie vendredi dernier pour débattre du projet de loi de finances 2026 ne s'est pas avérée conclusive. Nous en prenons donc acte et nous vous présentons aujourd'hui un projet de loi spécial pour nous donner collectivement quelques jours supplémentaires pour donner au plus vite un budget à la France, car c'est une nécessité vitale pour notre pays. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, le Premier ministre vient de nous le dire pendant les questions au gouvernement, la loi spéciale n'est pas un budget, ce n'est pas un choix politique, c'est plutôt même un non-choix, et c'est un non-choix que notre pays ne peut pas se permettre. C'est un service minimum qui a été pensé dans le cadre d'un processus budgétaire à l'arrêt, et c'est un service minimum qui ne répond ni aux urgences ni aux exigences des Français. Mais ce service minimum correspond à des risques maximums. Monsieur le Président Coquerel, encore hier, vous m'avez demandé en commission des finances de cesser, je vous cite, de dramatiser la loi spéciale. Mais je ne la dramatise pas, je présente simplement ici, devant vous, la représentation nationale, ce que nous encourons et ce que nous avons déjà subi au début de l'année 2025 en toute transparence. La loi spéciale, ce n'est pas le chaos, et c'est précisément pour éviter la crise que le gouvernement présente aujourd'hui cette loi. Mais cette loi ne résout rien, car sans budget, nous prenons le risque de ne pas pouvoir répondre aux urgences des Français, nous prenons le risque de ne pas pouvoir investir et nous prenons le risque de laisser le pays immobile. Vous le savez, un service minimum n'a de sens que s'il est court dans le temps. Et le provisoire qui dure, c'est l'image de la politique qui hérisse nos compatriotes. Il serait indigne d'un grand pays comme la France que nous en restions là. La loi spéciale, mon collègue Roland Lescure vous l'a dit, ne comporte que 3 articles. Un qui permet de prélever les impôts existants, un qui porte la reconduction des prélèvements sur recettes de l'État au profit des collectivités territoriales dans les conditions prévues dans la loi de finances initiale de 2025, et un autre qui autorise les opérations d'emprunt et de gestion de la dette et de notre trésorerie de l'État. En un mot, c'est le strict minimum et c'est le service de la dette plutôt que le service de nos services publics et des Français. Cette situation aura donc des conséquences très concrètes et perceptibles dès le 1er janvier
pour les administrations, pour les entreprises et pour les Français. Là aussi, je ne dramatise pas, mais je vous dois transparence. Transparence d'abord sur le fait que les investissements nouveaux seront à l'arrêt. Cela aura des conséquences notamment pour le ministère des Armées, qui ne pourra pas passer de nouvelles commandes, pourtant cruciales dans le climat de montée des tensions géopolitiques que nous connaissons. Également, un arrêt des investissements nouveaux prévus au ministère de la Justice et au ministère de l'Intérieur. Bien sûr, en revanche, et je veux ici rassurer l'ensemble des entreprises et des Français, nous continuerons à honorer et à payer les engagements passés. Je pense notamment au futur porte-avions qui pourra évidemment voir les engagements passés tenus. Deuxième conséquence, c'est la suspension des dépenses discrétionnaires. L'ensemble des aides qui ne sont pas des dispositifs dits de guichet ne pourront plus être versées par l'État et par les opérateurs. Je précise néanmoins que là aussi, les engagements déjà pris, les dossiers déposés déjà validés, en particulier pour MaPrimeRénov', seront bien payés. Et puis, troisième conséquence, c'est le gel des recrutements publics, en particulier les 4 000 nouveaux postes prévus dans les ministères régaliens et les 8 800 nouveaux recrutements du ministère de l'Éducation nationale pour mettre en œuvre la réforme de la formation des enseignants. Et je veux ici saluer Madame la Première ministre, Elisabeth Borne, qui a porté cette réforme, on le sait, avec beaucoup de conviction. Je veux rappeler enfin ici que la loi spéciale et les services votés ne permettront pas de faire des économies sur les finances publiques. Aucune réforme structurelle ne peut être mise en œuvre en l'absence de budget et l'impact sur les recettes de l'État serait donc négatif. La seule manière de réduire durablement le déficit, c'est d'avoir un budget et de le respecter à la lettre avec des objectifs clairs, assumés et contrôlés. Et c'est ainsi que le compromis trouvé en commission mixte paritaire en février 2025, fixant une cible de déficit à 5,4%, a été soutenu par vous, membres de la représentation nationale, et exécuté, comme on dit, mis en œuvre par nous, membres du gouvernement. Alors oui, nous éviterons le désordre, bien sûr. Oui, nous répondrons aux urgences absolues. Oui, nous continuerons à soutenir les agriculteurs qui sont aujourd'hui, on le sait, très engagés et très menacés par cette nouvelle épidémie de dermatose contagieuse. Et nous les soutiendrons par les vaccins pris en charge, nous les soutiendrons par les indemnités d'abattage prises en charge, nous les soutiendrons avec un fonds d'urgence. Mais vous voyez bien que nous ne pouvons pas nous contenter de gérer l'année 2026 en ne gérant que les urgences. Mesdames et messieurs les députés, comme je le disais tout à l'heure, il ne peut y avoir ni de trêve ni de grève du compromis. La trêve de Noël ne peut être une trêve de la responsabilité, car chaque jour de loi spéciale sera, en 2026, un jour de trop. Le chemin de compromis qui a été trouvé tant sur le projet de loi de finances de fin de gestion que sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale est un chemin qui, je le sais, peut également être trouvé sur ce projet de loi de finances. Nous en avons l'ardente obligation et vous savez que vous trouverez le gouvernement, le Premier ministre, Roland Lescure, l'ensemble des ministres et moi-même disponibles dans les jours qui viennent, dans les heures qui viennent, dans les semaines qui viennent, pour que nous ne nous contentions pas d'un service minimum, mais bien d'un service maximum pour les Français qui vous ont élus et qui attendent un gouvernement à l'action. C'est l'exigence de responsabilité, c'est une exigence de sérieux budgétaire, c'est enfin une exigence de respect. Respect pour les Français qui ne comprennent pas pourquoi, dans la vie, partout en France, nous savons nous mettre d'accord et pourquoi, ici à Paris, dans les hémicycles, il n'y aurait que désaccords et blocages. Par respect, je crois que nous pouvons y arriver et par respect, nous devons y arriver. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à présent Monsieur Philippe Juvin, rapporteur général de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des finances, mes chers collègues, le texte que nous examinons aujourd'hui est donc un texte d'exception qui est prévu par la Constitution pour faire face à une situation qui l'est tout autant. Le projet de loi spéciale a un objectif unique, assurer la continuité de l'État et de la vie nationale dans un contexte où la loi de finances pour 2026 ne pourra pas être promulguée avant le 1er janvier. Le cadre juridique est parfaitement balisé, l'article 47 de la Constitution, l'article 45 de la loi organique relative aux lois de finances. Lorsque la loi de finances ne peut être adoptée en temps utile, le gouvernement doit demander au Parlement l'autorisation de continuer à percevoir les impôts existants et d'ouvrir par décret les crédits
strictement nécessaires, ce sont des mots importants, strictement nécessaires au service voté, rien de plus. Il s'agit donc d'un mécanisme de sauvegarde dont la finalité est d'éviter toute paralysie de l'action publique. Les circonstances actuelles, vous les connaissez, elles sont connues de toutes, de tous. Elles résultent d'un enchaînement d'événements politiques qui ont rendu impossible l'adoption définitive du projet de loi de finances pour 2026 avant la fin de l'année. La nomination d'un nouveau Premier ministre en septembre, le dépôt retardé du projet de loi, le rejet de sa première partie à l'Assemblée nationale, après plus de 125 heures de débat en hémicycle, le désaccord persistant entre les deux chambres et la commission mixte paritaire, enfin non conclusive. Tout cela conduit à des délais constitutionnels qui sont incompatibles avec une promulgation avant le 31 décembre. Et donc, face à cette réalité, le recours à une loi spéciale s'imposait. Le texte comporte 3 articles. Le premier article, il autorise le gouvernement à continuer à percevoir, à compter du 1er janvier 2026, l'ensemble des ressources et impositions existantes, conformément au droit en vigueur. Il ne s'agit ni de créer un nouvel impôt, ni de modifier les règles fiscales, mais simplement de permettre à l'État de continuer à fonctionner dans l'attente du vote de la loi de finances. Il emporte également la reconduction des prélèvements sur recettes, notamment au profit de l'Union. Le deuxième article reconduit les prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales, dans les mêmes conditions qu'en 2025. Il garantit la continuité financière des collectivités locales. Enfin, le troisième article, il autorise à recourir à l'emprunt. C'est une autorisation évidemment indispensable, puisque l'emprunt conditionne l'ouverture des crédits nécessaires aux services votés et au refinancement de la dette qui arrive à échéance. Concernant cette faculté d'emprunt, elle n'est évidemment pas neutre. Elle s'exerce dans un contexte où notre pays emprunte de plus en plus cher, où la confiance de nos partenaires pourrait se fragiliser, et d'autant plus que nous n'adopterions pas de loi spéciale, et où la charge de la dette réduit chaque année un peu plus nos marges de manœuvre budgétaires. Durant cette période transitoire, les règles applicables aux services votés seront strictes, vous le savez. Pas de nouvelles politiques publiques, pas de création nette d'emplois, pas de dépenses discrétionnaires nouvelles, une gestion rigoureuse, contrainte, frugale des crédits. La loi spéciale, ce n'est pas une solution pérenne. C'est un outil temporaire, nécessaire, qui ne préjuge en rien du contenu de la future loi de finances pour 2026. Et je vais citer le Conseil constitutionnel qui dit très clairement les choses. La loi spéciale, ouvrez les guillemets, constitue un élément détaché, préalable et temporaire de la loi de finances. Et permettez-moi de nous projeter. Lors de la nouvelle lecture du projet de loi de finances, il faudra que nous tentions de ne pas repartir de zéro. Le travail considérable qui a été engagé ici, dans cet hémicycle, en commission, entre les différents WIP, ces bases communes existent et des convergences ont été identifiées. 3 lignes claires devront guider nos travaux. Avant tout, réduire le déficit, limiter la pression fiscale qui pèse sur les entreprises et les Français et maîtriser la dépense publique. Pour toutes ces raisons, parce que, oui, mes chers collègues, les nuages s'accumulent sur le monde avec des menaces. Évidemment, les menaces internationales, mais aussi des menaces sur les marchés. Et on parle ici et là de possibilités de crise en 2026. De crise de la dette privée, de crise des crypto-monnaies, de crise liée aux investissements massifs qui ont lieu dans le monde sur l'intelligence artificielle. Eh bien, tous ces risques nécessitent que nous stabilisions le pays et la situation. Et la première étape de la stabilisation du pays, c'est de redonner confiance et c'est de donner à la France les outils de sa gestion, c'est-à-dire cette loi spéciale. Pour toutes ces raisons, et parce que la continuité de l'État ne peut être prise en défaut, je vous proposerai, mes chers collègues, d'adopter ce projet de loi spécial sans rien céder sur nos exigences pour la suite. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur général. La parole est à présent monsieur Éric Coquerel, président de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire.
Bien, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, comment en sommes-nous arrivés là? Le recours à la loi spéciale est rendu nécessaire par l'échec du CMP non conclusive qui traduit l'échec de votre gouvernement et de votre budget. Je ne le cacherai pas, il est heureux que ce budget ait échoué, que cela n'ait pas fonctionné, pour reprendre l'expression du Premier ministre lors des QAG, tant il était mauvais pour le pays qui souffre déjà de votre politique. Elle est aujourd'hui minoritaire et a été maintenue sous respiration artificielle par une partie de l'opposition qui a empêché la censure du gouvernement Bayrou, puis du vôtre, et empêché ainsi un retour salvateur aux urnes. C'est bien là ce qui fait durer le désastre économique et social du macronisme. C'est d'ailleurs, Monsieur le Ministre, à cette accoutumance-là, celle du gouvernement minoritaire, à laquelle il convient de ne pas s'habituer. Bilan désastreux, oui. Selon Eurostat, depuis 2017, la situation en France se dégrade d'une manière unique en Europe. Nous sommes devenus champions d'Europe de l'augmentation de la pauvreté, du nombre de ménages qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, des besoins de santé non satisfaits pour des raisons financières. Et depuis 2017, nous sommes sur le podium européen de l'augmentation du nombre de personnes vivant dans un logement insalubre ou une passoire thermique. En France, aujourd'hui, un riche vit 13 ans de plus qu'un pauvre, d'après les dernières données de l'INSEE, suite à un accroissement de cet écart depuis 2017. Et l'échec économique est cuisant. Vous annonciez relancer l'industrie, attirer les investissements, lutter contre le chômage, réduire les déficits. Vous avez tout raté. La ministre Montchalin dit que la loi spéciale causerait du chômage et des faillites. Non seulement c'est faux, mais en plus de cela, rappelons que c'est votre politique qui cause tout cela. La part de l'emploi industriel manufacturier est tombée à 13,5% en 2025. Les derniers chiffres de la CGT publiés il y a quelques jours recensent 483 plans sociaux et 107 000 emplois menacés ou supprimés. Ce budget que vous défendez, c'est en réalité un budget irresponsable, un budget qui ne correspond ni au moment de l'histoire, ni à l'état du monde. La catastrophe écologique menace nos existences. Le coût des catastrophes climatiques est passé de 50 milliards de dollars par an à 250 milliards entre les années 80 et aujourd'hui. Mais vous baissez de 3 milliards les budgets écologiques alors qu'ils devraient augmenter de 30. Dans le monde, les États-Unis restructurent l'ordre international au service de leur intérêt et notamment de leur industrie. Ils ont produit et exporté en 2024 pour 140 milliards de dollars de matériel militaire dans le monde, selon l'Institut Bruegel. Mais vous bradez notre souveraineté dissuasive avec Vancorex et conventionnelle avec les forges de Tarbes. Et l'Allemagne va s'endetter de 512 milliards d'euros pour devenir la première armée conventionnelle en Europe. Ce n'est pas pour me rassurer. Et je ne souhaite pas, en France, relancer l'industrie à partir de la seule production d'armes. Mais ce que je retiens, c'est que les Allemands arrivent à trouver les moyens pour financer leurs priorités politiques et relancer ainsi leur industrie. Vous dites qu'ils le font parce qu'ils le peuvent. Vous admettez qu'ils ont raison de s'endetter pour investir dans leurs priorités. Mais vous ne le faites pas en France parce que vous refusez d'aller chercher des recettes en renonçant aux canaux fiscaux consentis depuis 2017 aux ultra-riches et aux très grandes entreprises. Pourtant, la Cour des comptes reprochait début 2025 une politique, je cite, de baisse de prélèvements obligatoires non financés qui dure depuis des années. Il est donc temps de faire payer équitablement des impôts aux ultra-riches qui ont tant bénéficié des largesses fiscales du macronisme sans qu'aucun effet positif ne s'en fasse ressentir, hormis leur propre enrichissement. La suppression de l'ISF, un impact nul sur l'investissement des entreprises et pas d'effet décelable sur le niveau d'emploi et de masse salariale, selon France Stratégie, au prix d'un rendement divisé par 2,5 lors du passage à l'IFI. La flat tax, elle n'a pas pour principale fonction de financer de nouveaux investissements, selon l'Institut des politiques publiques. Ou encore le pacte Dutreil, symbole au fond de votre politique qui coûte cher, qui n'atteint pas son but et en réalité un outil d'optimisation fiscale agressive pour les ultra-riches. Vous nous imploriez pendant les débats de ne pas y toucher avant qu'il ne soit évalué. Eh bien, depuis un mois, il est évalué par la Cour des comptes. Résultat, vous nous disiez qu'il coûtait 500 millions d'euros.
Il en coûte en fait 6 milliards par an, soit la moitié des coupes budgétaires imputées à l'État. Vous nous disiez qu'il est essentiel à nos entreprises familiales. Il n'a en fait que des effets mitigés et peu discernables, selon les propres mots de la Cour des comptes. Vous nous disiez qu'il bénéficie aux PME industrielles, mais selon la Cour, il est en fait fortement concentré sur les grands groupes et ne bénéficie que minoritairement à l'industrie. Tous ces cadeaux fiscaux que vous refusez de toucher ne fonctionnent pas et coûtent à la société l'argent qu'elle a besoin d'investir dans les services publics. Pire, vous faites payer le déficit ainsi créé à tous les Français. Alors qu'on ne vienne pas nous demander de consentir à prolonger un peu plus la catastrophe. Oui, ce budget a été à ce stade rejeté parce qu'il est mauvais. Si quelqu'un ici porte une responsabilité, c'est le gouvernement. On ne saurait faire porter la responsabilité première aux parlementaires. Le prétendu renoncement au 49.3 sert d'ailleurs à rejeter la faute sur l'Assemblée nationale, alors que le gouvernement sait bien que s'il y renonce, c'est parce qu'il y aurait eu autant de risques de censure. Et que si ce gouvernement chute, le pays regardera vers l'Élysée. À cette heure, il paraît d'ailleurs nécessaire, en vous entendant, de vous rappeler que le renoncement au 49.3 et aux ordonnances n'expire pas le 31 décembre. En 2026, si vous y recouriez, vous affronteriez de même la censure. À ce stade, nous avons donc réussi à faire échec à votre budget. Nous avons donc besoin de la loi spéciale pour que le pays continue de fonctionner par responsabilité républicaine, et évidemment, je ne m'y opposerai pas. Je regrette toutefois que la présidente de l'Assemblée déclare irrecevable un amendement pourtant adopté en commission ce matin et qui aurait épargné, en indexant le barème d'impôt sur l'inflation à 200 000 foyers qui gagnent moins du SMIC, de se retrouver à payer l'impôt sur le revenu. Mais cette mesure, comme d'autres, reste possible si une loi fiscale est déposée en janvier. J'invite par ailleurs à ne pas dramatiser ce que veut dire la loi spéciale pour notre pays. Ne jouez pas aux apprentis sorciers en fabriquant de toutes pièces des moyens de pression qui suscitent au pays une inquiétude inutile. Mauvaise pour l'économie comme pour les entreprises. Je tiens à ce que ce soit clair, la France aura toujours un budget. Le seul scénario où un pays n'a pas de budget, c'est le shutdown à l'américaine. Ce scénario n'existe pas en France, notre loi spéciale l'en empêche. La loi spéciale est un budget de secours, temporaire soit, mais elle est bien un budget puisqu'elle permet, je cite, d'ouvrir le minimum de crédit que le gouvernement juge indispensable pour poursuivre l'exécution des services publics et qu'elle reproduit le budget, je cite encore, dans les conditions qui ont été approuvées l'année précédente par le Parlement. Tout ce qui était possible en 2025 est donc possible en 2026. L'article 45 est de ce point de vue limpide. Et vous parvenez bien à trouver des exceptions puisque la ministre, et j'en suis d'accord, a décidé qu'un plan de vaccination contre la dermatose serait possible en 2026. La loi spéciale est un objet trop politique, trop peu identifié pour qu'une jurisprudence suffisante justifie votre aplomb à affirmer sous l'apparence de la technicité ce qu'il serait possible ou non de dépenser. L'an dernier, avec la circulaire Barnier, la mise en réserve de certains crédits, l'empêchement de certaines dépenses, vous avez forgé une interprétation de la loi spéciale qui est la vôtre. Si le pouvoir réglementaire vous échoue, il ne vous appartient pas, en revanche, de déguiser vos décisions discrétionnaires en fatalité technique. Je l'ai dit, la loi spéciale autorise à reproduire à l'identique les dépenses faites en 2025. Vous choisissez de limiter drastiquement cette possibilité. Ce n'est pas du droit, c'est de la politique. Cessez donc d'utiliser ce prétexte de manière infantilisante pour faire pression sur l'Assemblée afin qu'elle se compromette en adoptant au plus vite votre budget minoritaire imprégné de l'encre minoritaire du macronisme. Pour nous convaincre que vaudrait mieux un mauvais budget au plus vite que de laisser durer la loi spéciale le temps qu'il faut pour que nous vous imposions un meilleur budget. Nous apprenons aujourd'hui par voie de presse que le gouvernement tiendrait de la main de l'Élysée lors d'accélérer au maximum, malgré l'échec de la CMP. J'informe le gouvernement et l'Élysée qu'une commission mixte paritaire n'échoue pas à trouver un accord afin de respecter la trêve des confiseurs. Je le répète, une CMP non conclusive marque un échec du gouvernement sur son budget. L'exécutif ne peut donc pas faire comme si le Parlement n'était qu'une mouche qui vole près de son œil, qu'il conviendrait désormais de chasser en le faisant plier à vos exigences. Depuis le mois d'octobre, l'Assemblée a fait œuvre utile en faisant échec aux nombreuses mesures iniques que vous défendiez. 6,5 milliards d'euros d'économies abusives ont été battus.
Je parle ici de désindexer l'impôt sur le revenu, de ne pas faire payer les économies sur les indemnités des malades du cancer, de réduire l'abattement sur les retraites ou encore de faire exploser le titre des séjours et de demandes de naturalisation. Lorsque votre budget reviendra en janvier, nous continuerons donc à le combattre, car une opposition ne vaut pas seulement quand elle s'entend avec vous, mais quand elle s'oppose, suivant ainsi le mandat que le peuple lui a donné. Tant il est vrai que le seul compromis que vous acceptez sur vos bases, dans l'espoir de faire passer par la fenêtre, je vais terminer, la politique budgétaire rejetée par la politique du suffrage universel. Vous l'avez compris, pour 2026, l'idée n'est pas d'édulcorer vos budgets, mais de défendre coûte que coûte les mesures qui sont nécessaires et vous faire reculer au maximum sur les vôtres, comme nous l'avons fait en 2025. Et pour cela, la population peut compter sur nous. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président de Commission. Alors, nous allons maintenant aborder la discussion générale, 5 minutes par orateur. Parole est à présent à Monsieur Charles de Courson pour le groupe Liberté Indépendant Outre-mer et Territoires. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Si pour la deuxième année consécutive, nous sommes contraints d'examiner une loi spéciale, c'est bien parce que notre pays se trouve dans une situation institutionnelle inédite, l'absence de majorité pour voter une loi de finances. Ce constat ne se veut pas polémique, il est une simple constatation. Il traduit un Parlement fragmenté, mais aussi une responsabilité collective, celle de faire fonctionner l'État malgré nos divisions. Le groupe LUOP, appartenant à une opposition constructive, est profondément attaché au parlementarisme. Nous croyons au compromis et à la capacité des forces politiques raisonnables à trouver des points d'équilibre. Nous l'avons démontré récemment sur la loi de financement de la Sécurité sociale, où un accord a pu émerger. Nous ne désespérons pas qu'un tel accord puisse également être trouvé sur la loi de finances. Hélas, à ce stade, cela n'a pas été le cas. Dans ce contexte, la loi spéciale n'est pas un choix politique, mais une nécessité technique pour assurer la continuité des services publics, le paiement des fonctionnaires, le fonctionnement de l'État et de nos collectivités. Nous ne nous en réjouissons pas, mais nous considérons qu'elle est préférable à toute autre solution qui fragiliserait encore davantage notre démocratie parlementaire. Je veux être clair, le recours aux ordonnances en matière budgétaire serait extrêmement dangereux. Ce serait un contournement du Parlement, un précédent grave, un véritable trou noir constitutionnel, puisqu'aucune demande préalable n'est soumise à la représentation nationale, pas plus qu'une loi de ratification. Ce serait le contraire de l'esprit de notre Constitution et une pente inquiétante vers l'autoritarisme et un affaiblissement considérable du rôle du Parlement. Le groupe LUOP s'y opposerait avec plus grande fermeté. Reste l'éventualité du recours à l'article 49.3, que certains appellent de leur vœu. Là encore, ce serait un échec de la démocratie parlementaire. Pour autant, et malgré ces réserves de principe, nous voterons pour cette loi spéciale, parce que notre responsabilité est d'éviter toute paralysie de l'État. Ce vote n'est ni un blanc-seing, ni un renoncement. Il s'accompagne de 4 questions exigeantes, auxquelles nous attendons, Mesdames et Messieurs les ministres, des réponses claires de la part du gouvernement. Les parlementaires, comme nos concitoyens, ont besoin de clarté. Première question essentielle. Si la loi spéciale devait être prolongée jusqu'au 31 décembre 2026, quel serait l'impact exact sur le déficit qui est déjà de 124,4 milliards dans le projet de loi de finances initial pour 2026? Et plus largement, dans cette hypothèse et en tenant compte de l'adoption de la loi de financement de la Sécurité sociale, qui, je le rappelle, a augmenté de plus de 6 milliards le déficit de la Sécurité sociale, en portant donc les déficits publics de 4,7% du PIB à 4,9%. Et donc la question est la suivante, à quel niveau se situeraient les déficits publics? Ne dépasseraient-ils pas d'ailleurs largement les 5% du PIB? Deuxième question, l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu. Notre groupe a déposé un amendement visant à sécuriser la situation fiscale des ménages modestes, alors que près de 200 000 foyers supplémentaires risquent d'entrer dans l'impôt du seul fait de l'absence d'indexation. Cet amendement a été déclaré irrecevable par la présidente de l'Assemblée nationale. Nous le regrettons profondément. Aucun groupe n'avait l'intention de provoquer un recours au Conseil constitutionnel sur cette question. Au contraire, un consensus est facilement établi sur la nécessité de protéger les contribuables et d'apporter de la clarté. En ce sens, cette décision de la présidence nous paraît regrettable. Troisième question, les 2 prélèvements sur recettes.
nous constatons que le prélèvement sur recettes au profit des collectivités territoriales apparaît explicitement dans le texte à l'article 2, mais pas celui au profit de l'Union européenne. Cette asymétrie interroge. Quelle est la cohérence de cette présentation? Au-delà, notre participation au financement de l'Union est un engagement important. C'est la raison pour laquelle nous proposons d'inscrire dans la loi spéciale le niveau de prélèvement correspondant au montant prévu pour 2026. Enfin, un mot sur les capacités d'emprunt visées à l'article 3. Nous avons une difficulté de principe à autoriser l'emprunt sans aucun plafond. Certes, le rapporteur général l'a rappelé en commission des finances, il est complexe de fixer un montant dans le cadre d'une loi spéciale, mais l'absence totale de bornes n'est pas satisfaisante. Et donc, par souci de symétrie et de responsabilité, nous proposons de reprendre les plafonds figurant dans la loi de finances pour 2025. Il s'agit d'un garde-fou minimal conforme à l'esprit de sérieux budgétaire que nous défendons. Pour conclure, le groupe LIOT continuera de pousser avec constance et responsabilité la recherche d'un accord sur le projet de loi de finances. La loi spéciale ne peut être qu'un pis-aller, certainement pas un mode de gouvernance durable. Notre démocratie parlementaire vaut mieux que cela et nos concitoyens attendent de nous tous, non pas des postures, mais des solutions. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à présent à monsieur Emmanuel Morel pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur général. Il faut rassurer les Français qui suivent nos travaux de loin et à qui ne parviennent que des bribes de nos débats chaotiques. Non, la loi spéciale n'est pas un drame, même si certains tentent de le faire croire. Je me souviens, l'année dernière, certains membres du gouvernement prédisaient que les 4 cavaliers de l'Apocalypse fondraient sur la France avec leur cortège de misère et de dévastation. Certains présents dans cet hémicycle annonçaient la fin de la carte vitale, l'explosion des déficits, les fonctionnaires sans salaire. Il ne s'est rien passé de tel parce qu'en France, contrairement aux États-Unis, il n'y a pas de shutdown. La continuité de l'État est assurée et c'est tant mieux. La loi spéciale, ça n'est pas un drame. C'est un moment d'attente et de transition que d'autres pays européens utilisent. Certains, d'ailleurs, ne s'en portent pas plus mal. La loi spéciale, ça n'est pas un drame. C'est le résultat d'une situation où un gouvernement minoritaire, encouragé par un président déconnecté, s'obstine à vouloir poursuivre une politique qui a été sanctionnée à plusieurs reprises dans les urnes et qui, de surcroît, ne produit pas de résultats en matière de dette et de déficit. Au groupe de GDR, nous considérons que l'ampleur du déficit trouve sa source dans un désarmement budgétaire et fiscal qui n'est plus adapté aux nécessités de notre temps. Je remarque que la poursuite à tout prix et quoi qu'il en coûte de la politique de l'offre a privé la France de plusieurs dizaines de milliards de recettes budgétaires qui expliquent le niveau préoccupant de notre déficit structurel. Je remarque aussi que la catastrophe qui avait été prédite par ceux qui rejettent toute contribution des plus riches à l'effort commun ne s'est pas produite. La surtaxe d'impôt sur les sociétés, la contribution différentielle sur les hauts revenus que nous avions votée l'année dernière n'a pas eu d'effet récessif sur la conjoncture, quoi qu'en dise le patronat et singulièrement le MEDEF, et je pense qu'on ne dira jamais assez la responsabilité immense du MEDEF et de son président dans le blocage actuel. Dans cette période de dérive de nos comptes publics, maintenir, voire aggraver le privilège fiscal des détenteurs du capital, ce n'est pas seulement laisser prospérer une injustice fondamentale, c'est aussi commettre une grave erreur de gestion. J'en veux pour preuve ce qui s'est passé au Sénat. La droite sénatoriale qui s'enorgueillit à longueur de temps d'être une sorte de parangon de rigueur et de sagesse budgétaire et qui ne manque jamais de donner des leçons à l'Assemblée nationale, nous a renvoyé un budget avec un déficit qui dérape à 5,3% parce qu'elle a obstinément refusé de taxer les plus riches et les grandes entreprises qui pourtant ont bénéficié de la politique macroniste depuis tant d'années. Et donc en janvier, hélas, nous devrons repartir de cette mauvaise copie, et je le dis au gouvernement, mais qui le sait,
S'il n'y a pas de grandes corrections, et pas seulement des inflexions, alors il n'y aura aucun chemin de compromis possible. Pour nous, il est indispensable, je dis bien indispensable, de rétablir les finances dans la justice fiscale. Il est indispensable d'intégrer au budget des dispositions nouvelles sur les revenus financiers, sur les superdividendes, les rachats d'actions, les transactions boursières, les plus grands patrimoines qui sont aujourd'hui exonérés d'impôts grâce à la magie des holdings. Mais il est tout aussi indispensable de rallumer le moteur de la demande intérieure, dont l'atonie est notre problème économique le plus grave et qui pèse lourdement sur nos finances publiques, comme en témoignent les très mauvaises rentrées de TVA, qui sont encore une fois en dessous des prévisions pour la 3e année consécutive. Et c'est aussi pour cette raison que la foi inconsidérée dans la baisse des dépenses ne nous mènera à rien, qu'elle soit faite au moyen d'un Rimbaud ou d'une tronçonneuse. La réduction de crédits budgétaires n'a qu'un seul effet, c'est de dégrader les services publics et d'asphyxier nos entreprises qui dépendent de la commande publique. La loi spéciale n'est pas un drame. En revanche, ce qui est dramatique dans ce pays, c'est la pauvreté qui a encore progressé cette année. Ce qui est dramatique dans ce pays, c'est que 40% des Français sont contraints de s'endetter pour payer des cadeaux de Noël. Ce qui est dramatique dans ce pays, c'est l'état des services publics dans certains départements, c'est l'état du logement, c'est les salaires en berne. Alors oui, nous voterons cette loi spéciale, mais nous resterons vigilants, exigeants pour trouver un budget à la hauteur des urgences en France. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à présent à monsieur Michelet pour le groupe UDR. Madame la Présidente, Madame, Monsieur les ministres, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur général, Mesdames, Messieurs les députés, à la veille de la fête de Noël, les Français attendaient un budget. Ils découvrent aujourd'hui que la crèche est vide. Depuis des semaines, vous promettez la stabilité, le sérieux, la responsabilité et au matin de Noël, le sapin est là, mais il n'y a rien en dessous. Quel mauvais conte de Noël vous racontez aujourd'hui aux Français. Ceux-ci ont l'amère impression d'une mauvaise pièce, répétée en coulisses par des forces que tout oppose. Ce que vous nous présentez aujourd'hui, ce n'est pas un budget, c'est une loi spéciale. La deuxième en 2 ans, le service minimum de l'État, le cadeau acheté en catastrophe à la dernière minute parce que la fête n'a pas été préparée. Et surtout, une dramatique mise en scène de votre impuissance. Scénario écrit d'avance d'un non-budget. Tant de malice déployée durant des semaines pour en arriver là. Pour en arriver à un mauvais téléfilm de Noël coproduit avec les socialistes et notamment avec Monsieur Hollande. Encore une fois, cette année, pas de cadeau au pied du sapin. Comme prévu, vous échouez à faire voter un budget. Tout ce récit n'est pas une surprise, c'est un drame. Drame d'abord par le coût exorbitant. La politique de l'offre a été balayée. Les records de dette et de fiscalité sur les ménages et les entreprises ont été explosés. Et malgré tous vos renoncements, malgré tous vos reniements, vous êtes toujours prisonnier d'une même impasse. L'impasse dans laquelle vous avez conduit la France. Alors dès lors, les Français sont légitimement inquiets et médusés. Cette loi spéciale que le groupe de l'Union des droites pour la République votera, bien évidemment, est en vérité le fruit direct de la dissolution et des alliances faites au second tour des législatives. La conséquence directe des désistements réciproques de la France insoumise aux républicains qui ont confisqué la volonté populaire, empêché toute majorité et préféré jeter la France dans le chaos plutôt que de confier le gouvernement au premier parti de France, c'est-à-dire au Rassemblement national et à ses alliés. Hier, vous étiez capables, tous ensemble, de vous faire la courte échelle pour conserver vos sièges. Mais aujourd'hui, vous êtes incapables de faire voter un budget. Ce chaos est le fruit de votre obstination. Votre obstination à croire qu'à coup de marchandage, à coup d'arrière-cuisine, vous pourriez reconstituer l'improbable alliance du « en même temps ». Tout cela dans un seul et unique but, éviter l'inévitable retour aux urnes,
fuir le verdict du peuple. Car oui, les Français vous sanctionneront parce qu'ils connaissent votre bilan. Votre bilan, c'est une dette record de 3 482 milliards d'euros. Ce sont 1 245 milliards d'euros de dette en plus en 8 ans, 117% du PIB. Sous Emmanuel Macron, la dette a augmenté, plus que durant les 57 années qui ont directement suivi la Seconde Guerre mondiale. Nos taux d'intérêt sont désormais supérieurs à ceux de l'Italie, qui, quant à elle, a ramené son déficit sous la barre des 3% grâce à Giorgia Meloni. En France, les prélèvements obligatoires sont les plus élevés au monde. Le pouvoir d'achat des Français est en berne. Le chômage est parmi les plus élevés d'Europe. Voilà le bilan du macronisme. Voilà le funeste héritage de ces bientôt 9 ans de politique macroniste. Voilà l'abîme dans lequel vous avez placé la France, notamment au lendemain des élections législatives de 2024. Alors oui, il faudra un budget. Et on peut se demander quel est le pire des scénarios. Ne pas avoir de budget ou disposer d'un budget des horreurs économiques et fiscales écrit et produit par le gouvernement avec messieurs Faure et monsieur Hollande, avec la participation également de monsieur Wauquiez. En vérité, ce dont la France a besoin, ce n'est pas de n'importe quel budget, mais d'un budget de combat. Un budget qui réduise la dépense publique inutile, qui baisse les prélèvements obligatoires, qui libère l'économie de ses freins technocratiques et normatifs pour restaurer la compétitivité et la croissance. Alors nous le savons, à la rentrée de janvier, le dernier acte de cette mauvaise pièce sera joué sous la dictée des socialistes. Le gouvernement nous présentera la facture du renoncement et la hausse massive de la fiscalité, mais soyez-en assurés, vous nous trouverez toujours sur votre route pour défendre les Français. D'ici là, le groupe de l'Union des droites pour la République vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de Noël, en espérant que cette année soit oubliée et mise derrière nous le plus vite possible. Madame le ministre, Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs les députés, joyeux Noël. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à présent à monsieur Jean-Philippe Tanguy pour le Rassemblement national. Madame la présidente, Madame la ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, chers collègues. La présidente Marine Le Pen ayant proclamé la trêve de Noël et étant, contrairement aux apparences, un gentil garçon très sage, je vais m'astreindre à respecter et à tenter de m'inspirer des belles valeurs qui font notre civilisation chrétienne et française. En cette période de doute, j'aimerais croire au miracle de Noël. Mais finalement, j'y crois encore un peu, Madame la ministre. J'y crois encore un peu. Peut-être trouverez-vous un peu de charité, en commençant par vous-même, pour comprendre à quel point le budget que vous proposez et le budget que vous allez imposer aux Français fait du mal à notre pays. J'aimerais vraiment vous faire comprendre, ou en tout cas partager le désarroi, je dois dire, qui m'habite parfois quand nous vous écoutons et quand nous voyons surtout les résultats que vous avez contre notre pays. Ce n'est pas une critique qui vient du Rassemblement national. Nous lisons vos propres documents budgétaires. Quand nous voyons qu'entre ce que vous avez promis aux Françaises et aux Français et le résultat de la dette, il y a un écart de 270 milliards d'euros, Madame la ministre. Ce n'est pas une attaque du Rassemblement national, c'est votre résultat. Quand nous voyons que les impôts continuent d'augmenter, contrairement à toutes vos promesses, et que parallèlement, le déficit lui-même augmente, ce n'est pas une attaque du Rassemblement national, c'est votre bilan. Et je dois dire que les années passent, les mois passent en tant que député de la République et avec mon groupe, parfois nous devons confesser que nous ne comprenons pas ce qui vous anime. Je ne comprends pas ce qui vous anime. Je ne comprends pas comment vous ne pouvez pas voir ce que tout le monde voit, à savoir votre incapacité totale à baisser les dépenses et à toujours vous réfugier dans cette solution de facilité, toujours plus d'impôts, toujours plus de déficit et toujours plus de cette vanité qui consiste à croire que vous êtes les seuls à pouvoir gouverner quand vous avez tout échoué. Cette deuxième valeur, la deuxième valeur, c'est le pardon. Faudra-t-il pardonner? C'est les Françaises et les Français qui décideront par leur vote qui doit être pardonné, qui doit être condamné. Et faudra-t-il notamment pardonner au LR
leur lâcheté. Cette lâcheté qui consiste systématiquement et uniquement pour sauver leur siège à accepter toutes les hausses d'impôts du Parti socialiste. Toutes les hausses d'impôts du Parti socialiste. Faudra-t-il pardonner encore aux socialistes de trahir toutes leurs promesses électorales faites avec leurs alliés de LFI, toutes leurs promesses électorales pour garder uniquement leur seule préoccupation, votre siège. Ici, nous ne faisons que passer. Nous sommes seulement au service des Françaises et aux Français. Et je suis désolé de vous le dire, en cette veille de Noël, que vous ne faites que servir vos propres intérêts. Il n'y a aucun intérêt national à ce que vous continuez à occuper des sièges que vous servez aussi mal. Ce n'est pas une attaque du Rassemblement national, c'est le bilan que toutes les Françaises et tous les Français voient devant eux. La troisième valeur, c'est la meilleure pour la fin, elle va vous déplaire évidemment, c'est l'espérance. Et nous sommes encore dans l'espérance de l'arrivée au pouvoir du camp national. Pas parce que c'est le camp seulement de Marine Le Pen et de Jordan Bardella, pas seulement parce que c'est le camp que nous avons l'honneur de représenter, mais parce que c'est le camp, excusez-nous, de l'amour de la France. Nous y croyons, nous avons la volonté de le respecter et nous avons la conviction de l'affirmer. Nous résistons à tous vos mensonges, nous résistons à toute votre propagande et ce qui nous réchauffe le cœur au terme de cette année, c'est que dans les sondages, sur le terrain, eh bien les Français nous font confiance, ils savent et ils croient que nous aimons la France. Nous l'aimons pleinement, nous l'aimons entièrement, que nous soyons athées, que nous soyons croyants, que nous soyons agnostiques, nous croyons tous dans les belles valeurs de la France et c'est pour cela que je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Merci beaucoup, monsieur le député. Oui, merci Madame la Présidente. Je voulais revenir sur quelques éléments qui ont été évoqués pendant les différentes prises de parole. Bon, d'abord peut-être, Monsieur le Président Coquerel, on peut avoir des désaccords politiques, mais penser que l'absence de budget est un succès me semble une vision que beaucoup de nos compatriotes ne partagent pas et on peut être en désaccord avec son contenu, mais plutôt trouver que c'est un échec collectif de n'avoir pas réussi, au fond, à travailler dans les temps. Monsieur le député Tanguy, je crois qu'il n'est plus avec nous, malheureusement. Il va revenir, j'en suis certaine. Monsieur Tanguy nous disait qu'il y avait avant tout l'amour de la France et que la bonne nouvelle, c'est que les sondages donnaient votre parti, le Rassemblement national, gagnant. Je tiens juste à dire que si des élections avaient eu lieu depuis que vous nous les demandiez, donc depuis le 25 août dernier, la chose qui est certaine, c'est que ce soir, nous n'aurions effectivement pas de budget, parce que des élections, c'est bien ce qui empêche de travailler dans un Parlement. S'il y a une dissolution, il n'y a plus de parlementaires. S'il n'y a plus de parlementaires, il n'y a plus de budget. Et s'il n'y a plus de budget, la loi spéciale se serait passée. Je voulais juste rappeler à monsieur Tanguy une déclaration de monsieur Bardella en décembre 2024, qui, je m'en souviens très bien, avait fait une petite vidéo en disant « Voilà, chers Français, on vous a fait un cadeau. On a censuré monsieur Barnier et on a la loi spéciale. » Et puis il s'est trouvé que quelques semaines plus tard, vers le milieu du mois de janvier, cette vidéo a été largement mise de côté parce que les Français se sont rendus compte que la loi spéciale n'avait rien de miraculeux, que finalement ce n'était pas vraiment une solution et que finalement, vous voyez, les agriculteurs, les entrepreneurs, bref, les Français avaient besoin d'un budget. Donc je voulais rappeler à M. Tanguy qu'il faut toujours faire attention quand on promet aux Français des bonnes nouvelles par l'absence de budget. En général, ça ne fonctionne pas et je pense qu'il fallait ici juste rappeler ce qui compte pour les Français, ce qui compte pour les agriculteurs, ce qui compte pour les chefs d'entreprise, c'est que nous leur donnions un cadre. Et là aussi, se réjouir de la situation dans laquelle nous sommes, je pense, n'est pas une bonne idée. Je voulais finir avec deux éléments. Madame Feld, vous demandez au fond pourquoi on pourrait prendre en charge tout ce qui a trait à la dermatose en loi spéciale et pourquoi on ne pourrait pas faire de même pour ma prime rénov'. Pour un élément simple, la continuité de l'État, elle s'entend évidemment avec tous les enjeux de sécurité à la fois sanitaire pour les hommes et femmes que nous sommes, mais également de sécurité sanitaire au sens vétérinaire. Nous ne pouvons pas observer une épidémie se répandre et dire voilà, la loi spéciale nous empêche d'agir. Au contraire, l'article 45 dit bien que les urgences doivent être gérées. Ma prime rénov', je le redis, tous les dossiers qui ont été déposés et qui ont été validés feront l'objet d'un paiement, comme l'an dernier. Et en revanche, comme l'an dernier, nous ne pouvons pas ouvrir un guichet sans connaître l'enveloppe totale
pas celle que le gouvernement souhaite, mais celle que le Parlement souverain définira. Et je pense que c'est là des éléments qui sont compréhensibles. Enfin, monsieur le député Brun, vous avez cité... oui, je vous vois bien, monsieur Brun. Vous avez cité une citation de 1940. Alors 1940, moi, ça m'évoque autre chose. C'est L'étrange défaite de Marc Bloch, qui nous rappelle que quand les élites ne croient plus ni ne cherchent le sursaut, en général, il y a devant nous de grands périls. Et je pense précisément que le plus grand péril serait qu'il y ait une forme de fatalisme qui s'installe et que les élites économiques, parlementaires, politiques considèrent qu'au fond, nous n'avons plus à chercher le sursaut collectif, nous n'avons plus à faire preuve de responsabilité collective et que nous n'avons qu'à attendre que quelque chose se produise. Je pense que le miracle, à mon avis, il dépend de nous tous ici, et c'est bien plutôt comme ça que j'imagine travailler pour que le sursaut ait lieu. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Monsieur le Président de la Commission des Finances. Oui, il faut savoir clore un débat d'abord. Des fois, je n'avais pas envie de reprendre la parole, mais vous dites des choses, Madame la Ministre, qui ne sont pas acceptables. Enfin, en tout cas, que moi, je ne trouve pas acceptables. Vous dites, on ne peut pas se réjouir de ne pas avoir de budget. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit votre budget. Parce qu'il faut que vous entendiez qu'une opposition peut estimer que votre budget était mauvais et qu'effectivement, il vaut mieux pas de budget à partir du moment où il est mauvais qu'à tout prix être capable de l'accepter. La deuxième chose, c'est que vous reparlez la loi spéciale et vous faites la comparaison sur en gros ce que vous estimeriez nécessaire de dépenser et d'autres dépenses qui ne seraient pas nécessaires. C'est ce que j'entends sur la différence avec la dermatose et l'isolation thermique. Alors déjà, pour vous dire une chose, c'est qu'il y a des gens dans cette Assemblée qui estiment que la question environnementale et climatique est absolument essentielle et d'une urgence tellement absolue que oui, ça vaut le coup de faire en sorte que les crédits votés l'an dernier en 2025 soient reproduits cette année comme la loi vous y autorise, contrairement à ce que vous dites. Et vous avez répondu à M. Tanguy sur une chose en parlant des agriculteurs et du fait que l'an dernier, quand la loi spéciale a été adoptée, eh bien, quelque part, elle était problématique pour les agriculteurs, pour les entreprises. Mais c'est justement la version drastique et réductrice de la loi spéciale qui a rendu ça. Et ça montre bien, quelque part, que vous utilisez cette version réduite de la loi spéciale pour exercer une pression afin qu'on accepte n'importe quel budget plutôt que la loi spéciale. Et en ça, ça marque notre désaccord. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la Commission. Donc j'appelle maintenant les articles du projet de loi. Monsieur Tanguy. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre Montchalin, vous nous avez répondu avec des propos étranges. Je ne suis pas sûr qu'on les ait tous compris. Alors je vais essayer de clarifier notre position, celle de Jordan Bardella d'ailleurs au passage. On ne se réjouit pas d'une loi spéciale, on se réjouit de faire notre devoir de premier parti d'opposition, à savoir limiter les effets nocifs de votre politique sur les Françaises et les Français. Donc l'année dernière, c'est vrai, grâce à la censure du gouvernement Barnier, on avait évité 4 milliards de taxes sur l'électricité, on avait évité la désindexation des retraites, on avait évité la désindexation des allocations sociales. En faisant blocage pour le moment à votre budget, on évite 19 milliards d'impôts. Voilà. Ça, c'est pas de la propagande, c'est pas des mensonges avec comment dire, la collaboration d'un certain nombre de médias complaisants qui racontent absolument n'importe quoi. C'est la réalité. Les 180 milliards de dettes sur les 3 premiers trimestres de 2025, c'est la réalité. Donc il y a des choses qu'on arrive à bloquer, des mauvaises taxes, on en est fiers et continuera à le faire, même si c'est pas assez. Et il y a des choses qu'on n'arrive pas à éviter, c'est que malheureusement vous nous laissiez pour le moment la place en fait. Merci beaucoup, Monsieur le député. Donc je vais mettre aux voix cet article premier. Il s'agit d'un scrutin public. Je vous demande de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 332, exprimé 298, majorité 150, pour 298, contre 0. L'Assemblée nationale a adopté. Article additionnel après l'article 1er, j'ai des amendements pouvant être soumis à une discussion commune. Le 5, Monsieur Tanguy. Merci Madame la Présidente. C'est un amendement simple qui devrait s'imposer à tous. C'est limiter la hausse de notre contribution à l'Union européenne. Parce que si cette Assemblée se prenait au sérieux, si vraiment nous estimions que nous étions souverains, eh bien nous ne pourrions pas accepter que dans une loi spéciale, il y ait l'augmentation
automatique de notre contribution, de ce tribut, de cette dîme à l'Union européenne. Donc Madame la Ministre, moi j'invite un peu à un examen de conscience. Vous nous dites depuis 3 mois que nous sommes souverains. Si vous acceptez que la contribution à l'Union européenne soit automatique, alors que c'est une contribution à une autorité extérieure à notre souveraineté, eh bien en fait c'est un aveu déguisé ou avoué que nous ne sommes plus souverains. Et je crains malheureusement qu'aujourd'hui, notre Parlement, avec Emmanuel Macron à la tête de la présidence de la République, ne soit plus totalement souverain, en tout cas, hélas, totalement soumis. Et nous le verrons aussi avec le Mercosur. Parce qu'en fait, on voit bien aujourd'hui, on ne fait que décaler les méfaits de votre politique. On est à peu près sûr que vous vous entendrez avec LR et les socialistes pour augmenter les impôts, les dépenses et le déficit. Et malheureusement, je crains pour nos agriculteurs que le Mercosur suive le même triste chemin. Merci, monsieur le député. Je vous indique que sur votre amendement, je suis saisie d'une demande de scrutin public que je fais annoncer dans l'enceinte de l'Assemblée. Et je donne la parole à monsieur de Courson pour l'amendement 18. Comme vous le savez, mes chers collègues, il y a 2 prélèvements sur recettes. Celui pour les collectivités territoriales, une petite somme de 45 milliards, qui est prévue dans l'article 2. Mais le deuxième prélèvement, c'est le prélèvement pour l'Union européenne, n'est pas dans l'article 2. Donc ce que je vous propose, c'est de le compléter et de rappeler que soit on supprime l'article 2 et vous ne votez pas mon amendement, soit vous votez mon amendement et vous votez pour l'article 2. Voilà. Alors on nous dit que d'ailleurs que l'avis du Conseil d'État indique que dans sa rédaction initiale du projet de loi, emporterait de toute façon reconduction des prélèvements sur recettes. D'accord, mais ça vaut mieux en le disant. Merci, monsieur le député. Quel est l'avis de la commission, monsieur le rapporteur général? Sur l'amendement de monsieur de Courson, je le renvoie au contenu de la loi spéciale tel que précisé dans le document du gouvernement. L'article 1er emporte la reconduction des prélèvements sur recettes mentionnés à l'article 6 de la LOLF, dont le prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne. Donc l'amendement de monsieur de Courson, j'ose dire, est superfétatoire et donc je donne un avis défavorable. Quant à celui de monsieur Tanguy, c'est un débat politique qu'il pose, qui est un vrai débat politique, mais qui n'a pas sa place dans la loi spéciale. Et d'une certaine manière, si nous adoptions l'amendement de M. Tanguy, eh bien nous serions en désaccord avec l'accord qui a été trouvé au niveau européen le 15 novembre, qui fixe le PSR à 28,4. Donc avis défavorable sur les 2. Merci, monsieur le rapporteur général. Monsieur le président. Oui, sur ces 2 amendements. Alors il y en a un, j'ai compris que ce n'est pas tout à fait la même logique, mais je trouve qu'il est quand même paradoxal qu'on puisse voter, moi je m'en réjouis, je l'avais déclaré recevable, sur l'amendement de Charles de Courson sur la réactualisation des recettes européennes et qu'on ne puisse pas le faire sur la réactualisation du barème d'impôt sur le revenu qui aurait permis de garder le même périmètre de contribuables concernés. Bon. Ça, c'est une chose. Maintenant, je m'opposerai par contre, même si j'ai déclaré recevable à l'amendement de Charles de Courson, parce qu'il serait paradoxal que la seule dépense qu'on actualiserait serait la dépense en faveur des recettes de l'Union européenne. Il y a quelque chose que je ne comprendrais pas en termes de logique. Et donc, pour la même raison, je crois qu'on peut considérer que l'amendement du Rassemblement national, lui, est satisfait, puisque pour l'instant, cette revalorisation n'est pas prévue dans le projet de loi spéciale. Merci, monsieur le président de commission. Madame la ministre. Oui, merci Madame la Présidente. D'abord, un point de forme. Cette loi spéciale, pour être adoptée et donc promulguée dans les plus brefs délais, doit être votée conforme entre les 2 chambres. Je l'indique, c'est que si les amendements sont votés ici à l'Assemblée, ne sont pas votés dans les mêmes termes au Sénat, il faudra faire une CMP et il faudra revenir voter probablement le 26 ou 27 décembre. Je l'indique pour rappeler l'importance de garder un texte conforme. Sinon, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une CMP. C'est un point de forme, je pense, utile à clarifier. Ensuite, il y a un point de fond. Et le point de fond, c'est que la loi spéciale ne s'appelle ni loi pour remettre en cause des engagements internationaux, ni loi pour sécuriser un engagement international parmi d'autres. Nous avons aussi des engagements internationaux vis-à-vis de l'ONU, vis-à-vis d'un certain nombre d'institutions internationales avec des montants qui peuvent augmenter. Je pense notamment à toute l'aide publique au développement, à tous les engagements multilatéraux. Et donc, il me semble qu'il est utile de nous en tenir à l'article 1, qui dit bien que les prélèvements sur recettes au profit, notamment de l'Union européenne, eh bien, sont effectivement
possible et d'ailleurs obligatoire pour que notre pays ne fasse pas défaut. Mais je pense, Monsieur Tanguy, que si nous souhaitons, pour l'année 2026, brider, au fond, le prélèvement sur recettes au montant que vous indiquez, c'est-à-dire ne pas tenir compte de l'accord qui a été trouvé entre pays et Parlement européen le 15 novembre dernier, eh bien, ça s'appelle une remise en cause d'un engagement, ça s'appelle donc faire défaut. Et je ne souhaite pas que ce projet de loi spécial soit un projet de loi spécial de défaut. Donc je suis défavorable à ces deux amendements pour des raisons différentes. Mais je rappelle juste que tous les amendements votés ici, s'ils n'étaient pas votés au Sénat, nous amèneraient à devoir nous retrouver bientôt. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Je vais mettre aux voix ces amendements. Donc le premier, c'est un scrutin public. Je vous demande de bien vouloir regagner vos places. Avis défavorable, Commission, Gouvernement. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 308, exprimé 298, majorité 150, pour 86, contre 212. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. L'amendement suivant, c'est un vote à main levée, le 18 de M. de Courson. Double avis défavorable également. Commission gouvernement, qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Je vous indique que sur l'article 2 dans son ensemble et que sur l'amendement numéro 17, je suis saisie de demande de scrutin public que je fais annoncer dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Et je donne la parole. Alors, ce sont les amendements qui Monsieur le rapporteur général. Donc, un amendement, le 17. Il s'agit d'un amendement que M. Boulou va présenter et auquel je donne à l'avance un avis très favorable. Monsieur Boulou. Oui, merci Madame la Présidente, Madame, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Cet amendement, je vais me permettre un peu de légèreté, il n'augmente ni le déficit, ni la dette, ni même le solde structurel. Il améliore simplement la syntaxe. Nous avons déjà suffisamment de débats sur la coordination des politiques budgétaires. Inutile d'y ajouter une coordination fautive entre qui et. Je propose donc une clarification à coût nul, rendement maximal et parfaitement compatible avec la trajectoire de nos finances publiques et surtout celle de notre grammaire. Je vous invite donc à adopter cet amendement rédactionnel pour la langue française. Merci. On considère que vous avez défendu le deuxième aussi, monsieur le député. Les deux. Madame la ministre. Est-ce que le rapporteur veut... Pardon. Je pense que le rapporteur est favorable puisqu'il en est signataire. Oui, favorable. Oui, je voulais donner un avis favorable pour ce compromis orthographique. Merci Madame la ministre. Je vais mettre aux voix ces deux amendements identiques. C'est un vote à scrutin public. Je vous demande de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Double avis favorable. Le scrutin est clos. Votant 341, exprimé 253, majorité 127, pour 253, contre 0. L'Assemblée nationale a adopté. Je mets aux voix l'article 2 dans son ensemble. Scrutin public également. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 342, exprimé 308, majorité 155, pour 308, contre 0. L'Assemblée nationale a adopté. Nous allons aborder l'examen de l'article 3. Je vous indique que je suis saisie d'un scrutin public que je fais annoncer dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Et je donne la parole à Monsieur de Courson pour l'amendement numéro 19. Oui, mes chers collègues, l'article 3 du projet de loi spécial a notamment pour objet d'autoriser le ministre chargé des Finances à recourir à l'emprunt pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie. Il n'est toutefois assorti d'aucune de la fixation ni de plafond de la variation nette de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à 1 an, ni de plafond des encours totaux respectifs des dettes autorisées pour chacun des deux budgets annexes du budget de l'État. De tels plafonds sont pourtant systématiquement précisés par les articles dits d'équilibre des lois de finances de l'année, si bien que leur fixation est consubstantielle de l'autorisation du recours à l'emprunt. Alors, pour l'information des collègues qui ne sont pas à la Commission des finances, le rapporteur général a reconnu qu'il y a un problème. Le problème, c'est à quel niveau il faut le fixer. Eh ben, je vous propose qu'on le fixe au niveau qui avait été fixé dans la loi de finances initiale, puisque en l'état actuel du texte, le gouvernement peut s'endetter sans limite. Voilà. C'est un petit amendement de principe, mes chers collègues, et joyeux Noël à tous. Merci, Monsieur de Courson.
Je vous indique que sur l'ensemble du projet de loi, je suis saisie d'une demande de scrutin public puisque la conférence des présidents a décidé qu'il serait procédé à un vote en la forme solennelle. Donc je le fais annoncer dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Sur cet amendement de M. de Courson, Monsieur le rapporteur général. Madame la Présidente, non, je n'ai pas dit, Monsieur de Courson, qu'il y avait un problème. J'ai simplement dit que votre amendement, ce qui ne me surprend pas venant de vous, était intellectuellement pur, mais techniquement absolument à rejeter. Parce que vous nous proposez de mettre un plafond à l'autorisation que nous donnons au gouvernement de lever l'emprunt, sauf que ce plafond, personne ici n'est capable de le définir. Donc nous n'allons pas fixer un plafond pour la beauté du geste, et je vous propose donc de rejeter l'amendement de Monsieur de Courson. Merci, Monsieur le rapporteur général. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Et comme c'est ma dernière prise de parole, en tout cas je l'espère, de l'année 2025, ça suppose évidemment que l'amendement orthographique du député Boulou soit adopté dans les mêmes termes au Sénat. On verra ça tout à l'heure. Et que, Monsieur de Courson, vous acceptiez de me faire un joyeux cadeau de Noël en retirant votre amendement. Mais je tiens à vous remercier évidemment pour tout le travail qui a été effectué ces dernières semaines, ces derniers mois dans l'examen du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et pour la célérité à laquelle vous avez examiné ce projet de loi spécial, bien examiné et vite examiné. Alors je vais vous rassurer, Monsieur de Courson, on ne va pas rentrer dans l'année 2026 complètement dans le brouillard. Mais Monsieur le rapporteur général a raison, vous le savez, dans un projet de loi spécial, il n'y a ni projection de recettes, ni projection de dépenses, et donc ni projection de déficit public, et donc ni projection d'émission de la dette. Donc votre amendement, il est effectivement techniquement, je dirais, inopérant, et je vous engage vraiment à le retirer. Pour autant, je vous rassure, nous aurons évidemment dans les décrets publiés à l'issue de la loi spéciale, un décret qui m'autorisera à lever la dette et qui, dans son article 1, de manière, je dirais, indicative, fixera le plafond des émissions de l'année 2026 à 310 milliards d'euros, probablement. Et ce décret sera évidemment publié à l'issue de la promulgation de la loi spéciale et sera adapté, si besoin est, quand un projet de loi de finances sera adopté. Donc je vous suggère vraiment de le retirer. À défaut, ce sera un avis défavorable. Et j'en serais évidemment désolé de finir là-dessus, Monsieur de Courson. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur de Courson. Ne soyez pas désolé, Monsieur le ministre, puisque vous êtes engagé à ne pas percuter le plafond de 308 que j'avais à un epsilon près proposé. Je vais vous faire un beau cadeau de Noël. On va le retirer. Merci, Monsieur de Courson. Donc nous allons pouvoir mettre aux voix l'article 3 dans son ensemble. C'est un scrutin public. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 350, exprimé 316, majorité 159 pour 315 contre 1. L'Assemblée nationale a adopté. Est-ce qu'il y a des explications de vote de la part des groupes sur le texte? Non, personne. Donc nous allons pouvoir mettre l'ensemble du texte aux voix. C'est un scrutin public. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 558, exprimé 496, majorité 249, pour 496, contre 0. L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi spécial. Je vous remercie. Joyeuses fêtes à tous. Au revoir. Cette séance exceptionnelle illustre à la fois la nécessité de garantir la continuité de l'État et les profondes divergences qui traversent aujourd'hui la représentation nationale sur les choix budgétaires à venir. Au-delà de l'adoption de cette loi spéciale, temporaire par nature, c'est désormais la capacité du Parlement et du gouvernement à renouer avec le compromis et la responsabilité collective qui déterminera l'adoption d'un budget à la hauteur des enjeux économiques, sociaux et démocratiques du pays dans les semaines à venir.